Dieudonné Sionou d'Elios Info. Monsieur le ministre, le Conseil vient donc d'examiner le projet de décret fixant les taux, les modalités de recouvrement et d'affectation des frais et redevances dus par les opérateurs et exploitants du réseau et services de communication électronique et fournisseurs d'équipements et terminaux et des installateurs d'équipements radioélectriques. Monsieur le ministre, en clair, que veut dire ce texte? Il s'agit d'un texte qui est pris en application de la loi communication électronique de 2012. Et pour être justement très clair, ce texte est une reprise d'un décret ancien. Ce texte permet de simplifier, de clarifier des dispositions qui étaient contenues dans un précédent décret et qui réglaient déjà les mêmes difficultés. Donc aujourd'hui, on a un texte qui harmonise les différentes redevances et qui précise les périodes de collecte de ces redevances. Une nouvelle taxe en perspective? Alors en réalité, il n'y a pas de nouvelle taxe. Il n'y a pas de nouvelle taxe. Les redevances et frais qui étaient fixés demeurent les mêmes. L'on a été contraint de prendre un nouveau décret tout simplement parce que l'exigence de transparence, de simplification de la norme nous imposait justement d'avoir un nouveau texte. En réalité, lorsque vous observez dans le détail, dans le texte, vous verrez que les opérateurs et exploitants de réseaux et services de télécommunications sont concernés, les fournisseurs d'équipements et terminaux, les installateurs sont concernés, mais également, il y a une partie qui concerne par exemple les ambassades, les ONG et les organisations internationales pour ce qui est des cas d'exonération. Donc, il nous fallait absolument clarifier la situation des ambassades, qui impose par exemple une exigence de réciprocité, et la situation des ONG OI qui n'impose pas forcément une situation de réciprocité pour les exonérations. Les périodes également de collecte étaient différenciées, ce qui ne permettait pas d'avoir une approche unitaire plus efficace dans la collecte. Au total, et pour faire véritablement simple, il n'y a pas de nouveaux frais, il n'y a pas de nouvelles taxes ni de redevances, c'est juste un exercice de simplification et de rationalisation qui a été opéré. Y a-t-il une urgence de réorganiser le secteur, comme vous le dites? Vous savez, lorsqu'on crée des normes comme celle-ci, l'on essaye de consolider le présent en tirant expérience de ce qui a été fait dans le passé pour ouvrir une porte sur l'avenir. On peut parler d'urgence parce que, vous savez, l'ambition du gouvernement, c'est d'aller toujours vers plus d'efficacité et les leçons qui sont tirées de la pratique permettent de procéder à des corrections régulières pour toujours aller vers l'efficacité dont je parlais. Dekoueli de l'économiste du Togo. À quoi consistent concrètement ces modalités de recouvrement? Alors, les modalités de recouvrement, ce sont des conditions qui sont fixées par la loi et qui précisent à quelle période, en quel moment, tel montant doit être recouvré sur telle activité qui est proposée par tel opérateur ou tel autre opérateur. Donc, en réalité, vous savez, lorsqu'on parle d'opérateurs et exploitants de réseaux, l'image qui peut venir très rapidement, c'est certainement celle des opérateurs de téléphonie mobile, qui peuvent être par ailleurs des fournisseurs d'accès Internet. Mais au-delà, il y a d'autres acteurs qui utilisent les fréquences radioélectriques. Les banques, par exemple, utilisent des fréquences. Les ambassades, j'en parlais tout à l'heure. Donc, il faut organiser le recouvrement des redevances tirées de ces activités-là. Et ce sont les modalités qui sont précisées dans un tel décret. Y avait-il déjà des séances de sensibilisation des acteurs du domaine? Alors, vous savez, c'est un secteur qui est un secteur de niche, si on peut le dire comme cela. Les acteurs se connaissent. Nous les connaissons également. Il y a un dialogue qui est maintenu non seulement par l'autorité de régulation avec eux, mais également par le ministère de tutelle, le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale. Donc on parle ici de sujets qui, il est vrai, est particulièrement technique, mais dont les acteurs sont parfaitement au fait. Alex Pays de Togo Presse. Le Conseil du jour a adopté le projet de décret portant
déclaration d'utilité publique et autorisant les travaux de construction d'une centrale solaire à Dapaon. Pourquoi le choix de Dapaon? La stratégie qui est celle du gouvernement est d'abord une stratégie de réduction de notre dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur. Et cette stratégie nous permet progressivement d'œuvrer pour aller vers une certaine autonomie en termes de production de l'énergie. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute là-dessus, l'énergie est un élément clé du développement. Quel que soit le secteur que vous identifierez, si vous n'avez pas une source d'approvisionnement de qualité en énergie, vous aurez des difficultés à enclencher le développement. Donc, le gouvernement en a parfaitement conscience. C'est pour cette raison que le gouvernement a articulé une politique, une grande stratégie de mise à disposition de sources d'énergie sur toute l'étendue du territoire. Alors pourquoi Dapaon? D'abord parce que la ville répondait aux critères qui avaient été identifiés pour pouvoir loger cette centrale solaire, mais aussi il y a un projet global dans notre. Vous pouvez regarder la structuration, dans la structuration du pays, dans la région maritime, on a déjà des installations. On peut citer la centrale Kekeli, par exemple, qui fournit de l'énergie à nos concitoyens. En montant, on peut s'arrêter à Sokodé, pour identifier la centrale de Salimdé, la centrale solaire de Blita, qui est actuellement en cours d'extension pour augmenter ses capacités. Il y a Awandjelo également. Et au-delà de toutes ces infrastructures qui sont installées ici et là, il y a une politique un peu plus souple qui met à disposition, grâce au projet CISO, de ce que les techniciens appellent de l'off-grid, c'est-à-dire de l'électricité hors réseau. Donc vous le voyez bien, tout ceci est inscrit dans une stratégie globale de mise à disposition de l'énergie de qualité sur toute l'étendue du territoire, sans oublier les sources d'approvisionnement classiques que nous avions dans le pays. Aujourd'hui, le décret a été adopté. À quand le démarrage effectif des travaux? Alors, les travaux préparatoires ont déjà été réalisés. On a plutôt bien avancé sur les travaux préparatoires. Le texte qui a été pris aujourd'hui permet techniquement de procéder aux actions d'expropriation pour disponibiliser le foncier. Ce décret concerne précisément cet aspect-là. Pour le reste, les éléments techniques sont déjà en cours et une fois que le foncier sera prêt, je pense que les installations vont démarrer. Le Conseil a également examiné le projet de décret portant création, attribution et organisation de la société togolaise de manganèse, Togo-Naise. Alors, est-ce qu'il y a du manganèse au Togo, Monsieur le ministre? Il y a du manganèse au Togo. On peut répondre très directement à ce type de question. Il y a du manganèse au Togo. Il y avait eu auparavant des travaux de recherche, d'exploration minière qui ont révélé l'existence de ce manganèse. Ces travaux-là ont été consolidés par de nouveaux travaux qui ont désormais permis au gouvernement d'asseoir la certitude de ce que non seulement il y a du manganèse dans le sous-sol togolais, mais aussi que ce manganèse peut faire l'objet d'une exploitation durable. Alors, on parle d'organisation. Ça veut dire qu'il y a quand même des activités qui se menaient autour de ce manganèse. Comment l'exploitation se faisait? Alors, il n'y avait pas d'exploitation préalable du manganèse dans notre pays. Il y a eu ces travaux d'exploration qui ont permis d'identifier l'existence de la ressource. 2019-2020, il y avait déjà eu une première tentative d'exploitation de cette ressource par un acteur du secteur privé, mais on n'est pas allé au-delà de cette première tentative. Aujourd'hui, le gouvernement prend en main l'exploitation de cette ressource parce qu'il s'agit d'une ressource dont le caractère critique est avéré. Monsieur le ministre, à quoi sert une société de manganèse pour un citoyen togolais? Alors, il s'agit d'une société d'État qui va se mettre en place pour exploiter une ressource minière dont la criticité est avérée. Vous savez, aujourd'hui, le manganèse est utile dans la sidérurgie, notamment dans les alliages de technologie, des alliages technologiques, et aussi dans tout ce qui peut concerner
la peinture, même dans l'agriculture, l'alimentation, etc. Les applications qui sont tirées de ce type de ressources sont nombreuses et sont plutôt rentables, si on veut dire les choses en termes économiques. Donc avoir une telle structure va nous permettre non seulement d'exploiter cette ressource pour le compte de l'État, au service de nos populations, et monter progressivement en transformation de la ressource pour en tirer le meilleur parti. L'idée, c'est de construire une chaîne de valeur autour de la ressource et en tirer les meilleures leçons pour les autres types de ressources minières que nous avons chez nous. Monsieur le ministre, vous venez de le dire, il y a du manganèse au Togo. Dans quelle région précisément? Alors, le gisement qui est identifié aujourd'hui se trouve dans la région du Kpendial Ouest, à Nayega plus précisément. Le Togo attend dans les prochains mois 2 élections majeures et nous sommes déjà en avril. Serait-on tenté de penser à une sorte de jumelage des élections législatives et régionales au vu du temps et les contraintes budgétaires qu'on connaît? Alors, relativement aux élections régionales et législatives, il est vrai que le sujet du jumelage a été évoqué lors d'une session de la concertation nationale des acteurs politiques et des discussions ont eu lieu dans ce cadre-là. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore acté de ce que l'on aille vers le jumelage parce qu'un certain nombre de considérations techniques, budgétaires, vous en avez parlé, sont en jeu. Donc, les résultats tirés de cette session de la concertation nationale des acteurs politiques, ces résultats sont entre les mains non seulement du gouvernement, mais aussi de l'organe technique qu'est la CENI. Donc vous voyez bien qu'une fois que les conditions seront réunies pour aller soit vers des élections décalées ou des élections jumelées, la CENI ne manquera pas d'intervenir sur la question parce que c'est l'organe technique d'organisation des élections. Alors, Monsieur le ministre, 2 élections très importantes, les législatives et aussi les régionales. Les régionales, une première au Togo. Qu'est-ce qu'on en sait? Alors, les régionales, une première au Togo, oui, mais dans la continuité aussi de ce qui est en train de se mettre en place dans notre pays en termes de décentralisation. On l'a vu, un premier niveau a déjà été réglé avec la mise en place des différentes communes et le niveau suivant va concerner les régions. Il s'agit tout simplement de rentrer dans une approche d'administration un peu plus près de la population, avec une articulation de la décentralisation qui va mettre en mouvement les régions. Donc aujourd'hui, pour nous, ce n'est qu'une deuxième étape dans l'opérationnalisation de la décentralisation. Donc les populations ne pourront qu'en tirer profit parce que lorsque vous regardez les implications que l'on peut avoir, on peut rester confiant dans ce que les élections régionales sont un élément utile pour le développement de notre pays. Monsieur le ministre, on connaît aujourd'hui la date du recensement électoral, 29 avril au 3 juin. Un calendrier politique ou technique, monsieur le ministre? D'abord, il faut le souligner, le recensement électoral s'impose désormais comme une nécessité, non seulement pour actualiser le fichier électoral, mais également pour commencer à sensibiliser les compatriotes sur les échéances à venir. Le délai qui est fixé est un délai du 29 avril, on l'a dit, au 3 juin. Et l'organisation matérielle de ce recensement permettra de concerner toute l'étendue du territoire, zone par zone. Alors, la CENI aura le temps de communiquer plus en détail sur cet élément-là, mais il y a certainement une dimension technique non négligeable dans cette approche, mais la dimension politique, c'est que au terme de l'opération, il y aura des élections. Certains politiques dénoncent ce qu'ils appellent un manque de communication autour du processus électoral, étant donné que le Togo attend 2 élections importantes, les régionales et les législatives. Que répondez-vous à ces critiques? Alors, notre pays a créé une concertation nationale des acteurs politiques, ce qui permet aux différents acteurs de se retrouver entre eux d'abord de façon régulière pour échanger sur
les agendas politiques, les questions politiques majeures de notre pays. Mais au total, pour ce qui est de l'organisation des élections, la Commission électorale nationale indépendante est l'organe clé pour communiquer sur les différentes étapes de l'organisation des élections. Donc à ce titre-là, je suis convaincu que les informations ne seront pas verrouillées, les informations circuleront en temps et en heure lorsqu'elles seront disponibles.